Bonjour. Je vais essayer de vous expliquer brièvement et de la manière la plus intelligible possible le mécanisme par lequel les contribuables européens sont, au nom de l'euro, véritablement dévalisés par leurs dirigeants, et ceci pour le plus grand profit des banques. Rappelons d'abord un principe fondamental de notre société. L'État est la représentation juridique de la nation. Ce que l'État possède, il le possède au nom du peuple, ce qui signifie que l'argent public, c'est votre argent. Mais réciproquement, la dette de l'État, c'est aussi votre dette, et c'est vous qui la rembourserez un jour. C'est une loi à laquelle on ne peut échapper, sauf à faire du passé table rase, comme en 1789 ou en 1917, pour le meilleur ou pour le pire. Lorsqu'un pays jouit de la confiance des investisseurs, il peut se permettre de s'endetter. Et si cette confiance est forte, il peut même repousser l'échéance de ses remboursements en souscrivant sans cesse de nouveaux emprunts, en remplacement de ceux qui sont dus. C'est ce que font les États-Unis, le Royaume-Uni et la quasi-totalité des États de la zone euro depuis 30 ans. Cette faculté à s'endetter sans difficulté a bien sûr une limite. Cette limite, mécaniquement, se rapproche avec l'augmentation de la dette, mais dépend aussi d'autres facteurs qui ne sont pas de nature économique. Par exemple, pour les États-Unis, malgré un endettement élevé, cette limite est encore très éloignée à cause de considérations politiques liées à la sécurité, en clair, la puissance de son armée. À l'opposé, pour un pays comme par exemple l'Algérie, cette limite est atteinte très rapidement, ce qui explique d'ailleurs pourquoi ce pays est très peu endetté. Avant l'euro, l'Allemagne avait notoirement une capacité d'endettement bien plus importante que la Grèce ou l'Espagne. Un avantage qui illustrait des taux d'intérêt bien plus faibles sur les emprunts allemands que sur les emprunts grecs ou espagnols. Ce qui s'est passé avec l'euro, c'est qu'il a créé une illusion de stabilité qui a surtout profité aux États, jugés auparavant économiquement risqués. Ces États, le Portugal et la Grèce en particulier, ont pu bénéficier soudainement de taux d'emprunt sans commune mesure avec ceux attachés auparavant à leur monnaie nationale, sans pour autant que la solidité intrinsèque de leur économie n'ait changé. Grâce à l'euro, Portugal et Grèce se sont endettés massivement, et même au-delà dans ce second cas, puisque ces comptes ont été maquillés frauduleusement. Mais comme l'euro n'est pas la monnaie d'un État fédéral, avec les liens de solidarité financière automatique que cela suppose, comme par exemple aux États-Unis entre la Californie et la Floride, cette stabilité économique était factice, et l'illusion n'a pas résisté à la crise financière. Au printemps 2010, cette fameuse limite au-delà de laquelle un emprunteur ne peut plus accéder au marché des capitaux pour se refinancer a été atteinte en Grèce. Ceci signifie que depuis, la Grèce ne peut plus emprunter et que les Grecs doivent véritablement rembourser leurs dettes, et cette fois de leur poche. Les Grecs, c'est-à-dire les citoyens ordinaires bien sûr. Hausse des impôts, baisse des dépenses sont les deux mâchoires de la tenaille qu'on désigne par plan d'austérité. À peu près au même moment, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne qui flirtent avec la limite ont eux aussi engagé des plans d'austérité. Un plan d'austérité pour la fraction de la population la plus riche n'est pas indolore, mais ne modifie guère son train de vie. En revanche, pour la majorité de la population, c'est une souffrance qui parfois peut être extrême et qui peut même provoquer des suicides en chaîne. On ne le répétera jamais assez, la dette est une drogue. À dose homéopathique, elle peut avoir des effets bénéfiques, mais en perfusion permanente, c'est un poison qui tue. Y a-t-il un moyen d'échapper à ce scénario funeste? Normalement oui. Un peu comme un bouton reset sur une console vidéo, la solution s'appelle la dévaluation. La dévaluation est un moyen de rembourser les créanciers en monnaie de singe, qui de ce fait subissent une perte. Cette perte agit alors comme une sorte de contribution à l'effort de redressement du pays débiteur, une solution qui n'a rien d'immoral puisque les intérêts que le créancier charge au débiteur ne sont que la contrepartie du risque qu'il a pris. Prêter, c'est faire le pari que le risque de défaut de paiement est suffisamment compensé par les revenus. Parfois ce pari est bon et parfois il est mauvais. C'est l'essence même du métier de banquier. Ce qui serait parfaitement immoral, c'est que les banques prêtent à des taux en rapport avec un certain risque,
puis lorsque la santé du débiteur se détériore, ils puissent bénéficier d'une garantie inopinée tout en conservant l'intégralité de leurs revenus. Pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit. En mai 2010, sous le faux prétexte de sauver l'euro, Bruxelles a offert à la Grèce une aide financière sous la forme d'un prêt de 110 milliards d'euros sur 3 ans, dont un tiers pris en charge par le FMI, moyennant un plan d'austérité d'une incroyable sévérité. La part de la France dans ce plan était de 16,8 milliards. Or, un an après, les objectifs budgétaires assignés à la Grèce n'ont pas été atteints, ce que d'ailleurs la plupart des économistes avaient prévu. Incapable de faire face, la Grèce s'est retrouvée à un cheveu de devoir dénoncer sa dette. Pour l'éviter, un second plan de sauvetage est actuellement à l'étude et devrait se matérialiser dans les jours à venir, malgré le fait que la banqueroute soit désormais considérée comme inévitable par tous les économistes. Mais surtout, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, l'intégralité des fonds versés à la Grèce au cours de l'année 2010, au titre du premier plan, a été affectée au remboursement des échéances sur la dette ancienne détenue essentiellement par les banques privées et les fonds d'investissement à risque. En clair, ceci signifie que l'intervention de l'Europe en faveur de la Grèce est une imposture. Ce n'est pas le sauvetage du débiteur qui est recherché, mais bien le sauvetage de ses créanciers, c'est-à-dire les banques. Vous ne voulez pas le croire? Vous trouvez ça choquant? Eh bien, sachez que non seulement c'est une vérité avérée, mais aussi le mécanisme habituel de fonctionnement du FMI dans chacune de ses interventions. Je ne résiste pas au plaisir de vous signaler que l'expression plan de sauvetage de la Grèce est ce qu'on appelle une antiphrase, c'est-à-dire une expression dont le sens littéral est inversé par rapport à sa signification réelle, qui est plan de sauvetage des créanciers de la Grèce. On retrouve une autre antiphrase dans l'expression présomption d'innocence, qui ne signifie rien d'autre que présomption de culpabilité. Deux illustrations différentes des pièges du langage politiquement correct. Une fois que l'on a bien compris le mécanisme du plan de sauvetage financier de la Grèce, on est bien obligé de reconnaître l'effroyable mystification que fut l'euro et que l'on peut résumer en 2 points. L'euro a été pour tous les pays, y compris l'Allemagne, un moyen de s'endetter à bon compte, une sorte de pousse au crime, soit exactement le contraire des vertus qu'on lui avait prêtées. Deuxièmement, alors que l'Europe est encore un espace fiscalement hétérogène entre entités non solidaires, l'euro a privé les États de l'outil essentiel de la dévaluation et leur a laissé comme seule variable d'ajustement la souffrance de leur peuple. Après la crise financière de l'automne 2008, la crise de l'euro met en lumière le plus grand scandale de notre époque. Une loi d'airain qui veut que les décideurs politiques sont prêts pour sauver les banquiers des conséquences de leur insatiable cupidité, à faire subir à leur population tous les sacrifices, y compris le sacrifice de leur vie. En 2012, les Français vont devoir choisir leur prochain leader. Qu'ils le fassent en pleine connaissance de cause. Le PS, l'UMP, les centristes sont les responsables du scandale que je viens d'évoquer. Un scandale qui éclipse tout, parce qu'il est le signe d'une faillite morale qui est la matrice de tous les maux de notre société. La raison et la décence impliquent de voter pour un candidat différent et heureusement, il devrait y en avoir plusieurs. Français, Françaises, trouvez en vous le courage de vous révolter. Parlons de Christine Lagarde, qui annonce donc officiellement sa candidature à la tête du FMI. Est-ce pour vous une bonne idée? Une bonne initiative? Très, très mauvaise idée. Alors pourquoi très, très mauvaise Pour idée? 2 Voilà raisons. une femme compétente, vous en convenez? Non. 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 Ah bon, d'accord. Bon. Ah ben voilà. Au nom de quoi Madame Lagarde va présider le FMI? Eh bien, je vais vous le dire. Vous me disiez, elle est très compétente. Ça, c'est ce qu'on répète partout en France. Elle est compétente. Ah, C'est ce qu'on entend. ce Oui. qu'on entend. Elle est compétente. Elle est compétente de quoi? Il y a 1 an, lorsqu'il y a eu le plan d'aide à la Grèce, 17 milliards d'euros en une nuit votés à l'Assemblée. J'étais un des seuls, là aussi vous dites, je suis un peu différent, j'étais un des seuls à m'élever contre ce plan. Elle m'a dit en face, mais nous retrouvons notre argent, c'est 17 milliards quand même du contribuable français. Hein. Bien évidemment, nous allons les prêter à la Grèce, elle va nous rembourser, elle va rembourser surtout les banques avec cet argent, et elle nous remboursera le moment venu. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec cet argent, la Grèce a remboursé des banques, et que le contribuable va payer parce que la Grèce ne pourra pas payer sa dette.
vous verrez que cet été, elle C'est-à-dire que la commencera à être Grèce ne nous restructurée. remboursera pas. Mais bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Donc c'est un tour de passe-passe quand même incroyable que je dénonce dans mon livre. Comment les dirigeants européens servent aujourd'hui davantage des intérêts bancaires, de gens qui ont joué sur des marchés financiers des sommes incalculables, qui ont précipité la crise économique, et qui aujourd'hui continuent et recommencent avec l'argent du contribuable. Et cet argent du contribuable, on impose maintenant au peuple des rigueurs insupportables. Mais il y a de quoi devenir révolutionnaire, et je ne le suis pas, je viens de la droite, je suis gaulliste. Je ne suis pas un révolutionnaire d'extrême gauche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système, aujourd'hui, de gouvernance mondiale dont on nous parle tant, est totalement au service d'un système financier et pas des peuples. C'est tout. Et donc, Madame Lagarde en est la pire représentante. Je le dis comme je le pense.